Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette belle journée de sabbat, pour ces messages que tu nous donnes et qui nous permettent d'avoir une plus claire compréhension de toi. J'ai besoin de toi afin d'avoir les mots, pour permettre à tout ton peuple de bien comprendre les événements, comment comprendre la loi du dimanche et comment aussi comprendre les événements du passé. Que tu puisses m'assister, que tu puisses être avec nous en cette belle journée de sabbat et que ton esprit nous éclaire et travaille dans nos cœurs profondément afin que nous puissions travailler pour avoir le même caractère que toi. Que tu puisses nous bénir et permettre que ce moment soit un moment d'échange, de partage et que nous puissions grandir à la lumière de ta connaissance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Et ce que je vous propose, aujourd'hui, nous allons continuer la suite de la Vêpres 4 que nous avons vue sabbat dernier avec Elisa. Alors, je vais vous mettre à l'écran ce que nous avons vu. J'ai repris donc le sommaire et c'est ce que vous avez fait sabbat dernier avec Elisa. On a vu donc l'histoire interne de 1888, l'importance de la lecture latérale et le passage au crible des informations, la raison du changement de la droite vers la gauche. Est-ce que tous ces points, vous vous en rappelez? Il y avait aussi, Elisa avait abordé les 4 sujets les 4 sujets prophétiques qui nous ont fait changer, qui ont fait changer le mouvement de la droite vers la gauche. Nous avons vu aussi comment l'année de 2018 était une année de transition, comment cette année a été vraiment importante et capitale pour nous. Les 4 sujets, qui sont en réalité 2 sources d'information, l'éthos de la droite et de la gauche, la définition de la liberté et de l'égalité, et la différence qu'il existe entre la liberté et l'égalité. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, eh bien c'est la suite. C'est de voir, nous allons parler du cas Masterpiece Cake Shop versus le Colorado Civil Rights Commission. Le principe de la droite, défendre la liberté de dire ou faire ce que l'on veut, et la Cour suprême, ai-je la liberté de vendre ou non des gâteaux aux LGBTQ? Alors c'est un sujet qui est vraiment intéressant et c'est aussi un sujet qui est en réalité très complexe. Je vais vous demander, n'hésitez pas à poser des questions, à participer, il faut que ça soit vraiment un moment d'échange. J'ai beaucoup appris en allant vraiment dans les détails de ce cas Masterpiece Cake Shop et je voudrais donc qu'on puisse ensemble voir de quoi parle cette histoire et pourquoi l'ancienne Thèse est revenue dans cette histoire pour nous en parler et pourquoi c'est important pour nous de la comprendre. Ensuite, ce qui est important de voir aussi et de comprendre, c'est que si on revient sur tous ces aspects au niveau des vêpres, si on prend autant de temps, c'est parce qu'il y a vraiment dans ces messages, au début on est vraiment revenu sur les messages qui étaient simples versus le message compliqué, donc la réalité. Et vous allez voir qu'en prenant cet exemple, en réalité, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on se penche et qu'on analyse pour voir la complexité de l'histoire et pour voir comment nous devons nous positionner si nous faisions face à un cas comme Masterpiece Cake Shop. Alors, déjà, je vais vous poser une première question. D'accord? Qu'est-ce que c'est pour vous l'éthos? Vous pouvez utiliser vos tablettes, vos portables, vos ordinateurs. Cherchez-moi la définition ou si vous la connaissez, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce que c'est l'éthos? Au moins deux retours. L'éthos de quelque chose, c'est quoi? Le comportement, la façon dont il s'exprime.
Alors, je note. Donc, l'éthos, comportement, et tu me dis la façon dont il s'exprime. D'accord? Est-ce qu'on peut dire l'identité ou ce qui les caractérise dans leur essence? Ouais. Donc, Moi, l'identité. j'ai l'éthos, c'est le caractère habituel, la manière d'être, l'ensemble des habitudes d'une personne. Donc, le caractère habituel. Chimène, j'ai pas tout noté ce que tu m'as dit, mais j'aimerais bien que tu me redonnes C'est pas aussi. grave. C'est surtout l'identité, ce qui caractérise la personne dans son essence. Ouais, caractérise. Moi, je pensais aussi à l'identité et puis aussi à l'idéologie que porte une personne. Ok. Ok. Donc, tout ça, ça représente l'éthos. Parce que bon, c'est un mot grec, mais ça peut nous paraître un peu barbare de comprendre qu'est-ce que veut dire ce terme, pourquoi on l'utilise, pourquoi il est important à comprendre. Donc, c'est le comportement, la façon dont il s'exprime. Comment le comportement va s'exprimer. D'accord ? Ça va être aussi l'identité qui va se caractériser par son essence. Donc là, on va aller vraiment à l'origine. L'origine même, les racines. C'est important de comprendre le mot essence. L'identité d'une personne, d'un groupe, d'un mouvement, mais qui va se caractériser par son essence. Le caractère habituel et son idéologie. Alors, vous avez repris en fait, les termes que j'ai mis moi aussi dans les définitions. Donc, le terme grec ethos, ça veut aussi dire caractère. C'est l'ensemble des caractères communs à un groupe d'individus appartenant à une même société. Ils ont donc des caractéristiques en commun et ils se ressemblent. C'est pour ça qu'on va parler, pour que l'ancienne thèse dit l'éthos de la droite, l'éthos de la gauche. C'est quoi l'éthos? C'est la manière d'être sociale d'un individu. Donc, on va parler de son vêtement, on va parler de son comportement et on va parler de sa manière d'être dans sa relation avec la classe sociale de l'individu. D'accord? Et considéré comme indice d'appartenance à cette classe. Mais on peut avoir aussi, le mot ethos veut aussi dire coutume. Et c'est important de comprendre cette double signification qui est le caractère habituel, comme vous l'avez dit, la manière d'être, l'ensemble des habitudes d'une personne et se rapproche du comportement. Est-ce que, alors, donc l'ancienne thèse, elle nous parle de ce message, donc quand elle vient, je l'ai mis donc en introduction, elle apporte ce message le 4 mars 2022. Est-ce que c'est la première fois qu'on entend le mot ethos dans le mouvement? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'était la première fois que vous entendiez le mot ethos? Moi, oui, dans le mouvement, il me semble, on l'avait exprimé différemment, mais à moins que je me trompe, mais il me semble que c'est dans les verbes qu'on a introduit ce mot. Ouais. Alors, dis-moi si je me trompe. Alors, on va revenir du coup un peu plus tôt. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Si je ne me trompe pas, je crois que l'ancien Parmenter en avait déjà parlé. Oui. Je ne suis pas trop sûre. Ouais. Ok. Donc, tu as raison. Parce que la première fois où l'ancien Parminder va en parler, c'était en 2021. Il n'avait pas parlé sous cet aspect-là. Est-ce que si je vous dis l'art de la rhétorique, ça vous parle? Oui. Oui, ça vous parle? Il avait parlé d'ailleurs, c'est quelque chose qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment compris. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que l'ancien Parminder voulait dire. Il avait utilisé des termes sur le fait qu'on peut utiliser notre façon, l'art de la rhétorique pour convaincre. Ça avait été compris d'une façon un peu biaisée. Je vais reprendre les termes de l'ancien Parminder et on va essayer de mixer la compréhension, parce que vous savez, l'ancien Parminder complète, les deux anciens vraiment se complètent. Et souvent, l'ancien Parminder va amener un sujet qui va être vraiment développé par la suite, qui va se compléter avec l'ancienne thèse. Donc, dès 2021, la raison pour laquelle il est important de comprendre ces notions, c'est quand nous traitons avec logos et ethos. Ces idées tombent carrément dans le domaine de l'idéologie. Il nous dit que logos signifie votre opinion, votre récit, votre version.
logos, c'est en vérité, en latin, en grec, je crois, ça veut dire la parole. D'accord? Donc, c'est votre opinion, vous allez l'exprimer par la parole, le logos. L'éthos, l'ancien Parminder va nous dire, nous avons dit que c'est la moralité. Il va apporter donc un aspect, à ce moment-là, il va donner un aspect moral. D'accord? Donc, quand nous parlons de moralité, nous devons comprendre le cadre de cette morale. Et ce que vous trouvez que la morale change en fonction de la perspective de la personne. Ce qu'il est en train de dire, c'est que une personne va donner un caractère moral en fonction de sa compréhension de ce qui est le bien ou le mal. D'accord? Va donner sa propre définition de la morale. Et il va dire, donc particulièrement logos et ethos finissent par porter plus votre opinion que sur la vérité, une vérité objective et universelle. Donc le logos, la parole qui va s'exprimer par votre opinion, mais aussi votre façon de voir la moralité qui est exprimée au travers de l'ethos, ça va être plus défini par votre opinion que par la vérité. Qui c'est qui peut essayer de me donner, avec ses propres termes, ce que l'ancien Parminder est en train de dire là? Comment vous pouvez l'amener? Est-ce que vous l'avez sous les yeux? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à logos et ethos? Quand on parle de, c'est Francis, Natacha, quand Oui, on parle de logos et ethos, ce que je comprends, c'est qu'on va être amené à donner une opinion personnelle, notre version propre, ce qu'on a compris, donc ça se limite à notre individu, Oui. tandis que la vérité, c'est quelque chose de beaucoup plus objectif et universel et qui a son propre cadre. Ok. Donc, il faut pas mélanger les deux. Donc, je te remercie. Donc, ça veut dire que quand on va parler de l'éthos de la droite ou quand on va parler de l'éthos de la gauche, on va faire une déconnexion avec comment dirais-je, leur jugement de ce qui est la vérité. Ils vont apporter leur opinion, leur façon de voir, leur comportement, leur essence dans leur ethos. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. En fait, si je comprends ce que tu veux dire, c'est que le comportement, l'idéologie ou la morale qu'on a n'est pas forcément en lien avec ce qui est la vérité. Oui. C'est Tout à ça? fait. Exactement. Donc en fait, l'ethos, c'est mon opinion à moi, c'est ma conception des choses. Complètement. Et cette conception des choses, mon idéologie n'est pas forcément vraie. Enfin, c'est Exactement. pas forcément en lien avec la vérité. Exactement. Et c'est important de comprendre cet aspect-là que l'ancien Parminder nous a amené depuis 2021 à comprendre, parce que là, quand l'ancienne thèse nous amène sur l'éthos de la droite et l'éthos de la gauche, faut que l'on comprenne que leur façon de voir qui est profondément enracinée en eux n'est pas forcément le reflet de la vérité. D'accord? Le jugement qu'ils vont apporter. Mais c'est important de le comprendre parce que quand on va prendre Masterpiece, Cake Shop du moins, ils vont, la droite, hein, on va voir tout ça, hein, mais on va voir l'éthos de la droite et l'éthos de la gauche dans ce cas judiciaire. Alors, il va dire encore, vous devez persuader les gens sur ce qu'est la vérité. Ça, cette phrase-là, elle avait été mal comprise en 2021, mais si moi, en la relisant, ce que je peux comprendre quand je la lis, c'est que nous, en tant que 144 000, nous savons ce que c'est que la vérité. Le message que nous avons nous permet, c'est pour ça que nous l'étudions, de faire la distinction entre ce qui est perçu par l'éthos d'un peuple, d'une nation, d'un gouvernement, et nous, la façon dont nous devons comprendre les choses. On a souvent parlé de cet aspect-là lorsque nous sommes venus sur le sujet du féminisme radical. Nous avons développé cette idée et nous avons dit que la rhétorique a 3 éléments, logos, ethos, pathos. J'ai donné les raisons simples pour chacun des éléments, donc il va reprendre. Le logos, il va dire c'est la raison, l'ethos, c'est la moralité, et le pathos, c'est le sentiment, les émotions. Et puis, il va amener un autre point, il va dire la rhétorique, le pouvoir de la persuasion, ça avait été aussi très mal perçu.
Mais il disait que nous avons par la suite développé notre étude et nous avons parlé de la puissance et de la nécessité de la rhétorique. C'est-à-dire que l'ancien Parminder nous dit que l'art de la rhétorique, c'est la puissance de pouvoir persuader quelqu'un, mais que quelque part, nous devons comprendre l'art de la rhétorique. C'est à nous, en tant que 144 000, nous devons comprendre tous ces aspects-là. Et si nous n'avions pas compris en 2021 pourquoi nous devons comprendre l'éthos, le pathos et le logos, en 2022, nous le comprenons d'autant plus puisque les vêpres sont venus et amènent le sujet de l'éthos de la droite et l'éthos de la gauche. Et il dit, si vous voulez être sage, Daniel 12, alors il vous faut comprendre l'art de la rhétorique qui signifie la persuasion, le logos, l'éthos, le pathos. Et Daniel 12 nous dit, beaucoup seront purifiés, rendus blancs et éprouvés, mais les méchants agiront odieusement, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront. Ça veut dire que Natacha, je t'arrête, excuse-moi, yes, dis-moi. Parce que tu vas dans un autre point. J'ai du mal à voir le lien que tu fais entre l'éthos, la moralité, et l'éthos de la droite. Alors, est-ce que plus tard, tu vas en parler? Oui, tout à fait. Parce que là, j'arrive pas à faire le lien entre ce que Parminder dit et ce que Tess dit. Donc, est-ce que tu vas en parler plus tard? En fait, moi, je vais en parler plus tard et peut-être que je ne vais pas revenir sur la façon dont tu voudrais que je l'amène. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que la façon dont Parminder va amener, il va désamorcer, en fait, quand il va apporter l'art de la rhétorique en 2021, il va l'amener sous l'aspect de la moralité, c'est-à-dire ta conception de ce qui est bien d'après toi, d'accord? Ta conception du bien ou du mal. Et il va amener le fait que nous devons maîtriser l'art de la rhétorique, que en tant que sage, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Il l'a amené d'une façon que l'ancienne Thèse ne l'a pas amené. Mais nous devons combiner les deux compréhensions, les deux sujets, pour amener... Oui, mais justement, c'est ça. Ouais. C'est le lien que tu fais pour combiner les deux que j'ai pas compris. Mais si tu en parles plus tard, c'est bon, je te laisse avancer. Ok. Donc, il nous fait comprendre que ce que nous devons comprendre, c'est notre devoir, en fait. En tant que sages, ceux qui doivent comprendre, nous devons comprendre ce sujet de l'éthos. Nous devons comprendre ce que ça veut dire l'éthos de la droite, l'éthos de la gauche, ce qui va animer un groupe à avoir un comportement particulier. D'accord? Ça, c'est un point important. Et donc, du coup, on va arriver sur le cas dont l'ancienne Thèse parle dans la vêpre 4, qui est le cas Craig, Masterpiece Cake Shop. Alors, pourquoi d'abord Craig, Masterpiece Cake Shop? Avant que, d'ailleurs, donc elle en parle, Masterpiece Cake Shop versus Colorado. Eh bien, l'histoire, elle commence réellement en 2012. Ce couple que vous avez à l'écran, c'est Charlie Craig et David Mullins. En 2012, ils veulent se marier. Et dans l'État du Colorado, on ne peut pas se marier librement. Je vous situe, je vous rappelle dans le temps, 2012, aux États-Unis, tous les États n'ont pas légalisé le mariage pour tous. Vous vous rappelez? En quelle date ça a été légalisé? Est-ce que vous vous rappelez la date? 2015. D'accord? Donc, ils sont en 2012, et ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent aller se marier librement dans le Massachusetts, revenir dans le Colorado, et pour célébrer ça avec leur famille et leurs amis, ils vont aller voir une pâtisserie qui s'appelle Masterpiece Cake Shop. D'accord? Et en juillet 2012, lorsqu'ils vont aller voir cette pâtisserie, le propriétaire qui s'appelle Jack Phillips, que vous avez à l'écran, qui est un chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va refuser la demande de gâteau en informant le couple qu'il n'avait pas créé de gâteau de mariage pour des mariages de couples homosexuels, en raison de quoi? De ses croyances religieuses chrétiennes. Donc il va leur dire, il ne va pas se cacher, il va dire, moi, par rapport à mes convictions religieuses chrétiennes, eh bien, je ne vais pas vous faire le gâteau. D'accord? Et donc, ce qui va se passer, c'est que Craig et Mullins, ils vont quitter rapidement Masterpiece. Ils ne vont pas discuter avec lui des détails.
Mais la mère d'un des personnes du couple, et notamment la mère de Craig, va appeler le lendemain Monsieur Phillips et il va rappeler que les raisons pour lesquelles il ne fabrique pas, c'est vraiment parce que lui, ses croyances vont en opposition avec les couples de mariage homosexuel et aussi parce que le Colorado ne reconnaît pas le mariage homosexuel à cette époque. Le couple va se retourner vers une autre boulangerie qui va leur offrir un gâteau, mais ils vont aussi porter plainte, d'accord? Ils vont porter plainte auprès de quoi? Auprès de la Commission des droits civils du Colorado, et ils vont se baser sur ça, se baser sur un écrit, une loi qui existe, qu'on appelle la loi sur les logements publics. Alors, on va prendre une petite aparté pour comprendre qu'est-ce que c'est que la loi sur les logements publics, qui est une loi antidiscrimination au Colorado et qui interdit aux entreprises qui sont ouvertes au public, même s'il y a marqué logement public, en fait, c'est les entreprises qui sont ouvertes au public de discriminer leurs clients fondés soit sur la race, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle. Et il faut savoir que même si le Colorado n'avait pas accepté, n'avait pas encore légalisé le mariage homosexuel à cette date, le Colorado est l'un des États américains qui incluait l'orientation sexuelle comme une classe protégée dans leur loi antidiscrimination. Donc, rappelez-vous, donc cette loi, je vais juste vous montrer quelque chose par rapport à cette loi. C'est que cette loi, de nombreux États, elle remonte en 1964. Et si je vous dis 1964, vous pensez à quoi? Si je vous dis 1964, à quoi ça vous fait penser? Les droits civiques. Les droits civiques. Donc en fait, cette loi qui existe, qui avait été là pour protéger donc les minorités, elle existe dans l'État du Colorado. Donc eux, ils ont conscience de cela et ils vont se baser donc sur ces lois que les mouvements des droits civiques avaient demandé de mettre en place pour une égalité et pour empêcher toute forme de discrimination. Et donc, ils vont porter plainte et la plainte de Craig et Mullen va aboutir à un procès et c'est le nom du procès que je vous avais mis tout à l'heure sous les yeux, qui est le procès Craig versus Masterpiece Cake Shop. D'accord? Donc, on a deux opposants. On a donc ce couple qui va porter plainte contre Masterpiece Cake Shop parce qu'il refuse de leur donner un service basé sur la loi des logements qui dit que tout logement public doit donner un service et ne doit pas être amené à discriminer. Et ce qui va se passer, c'est que l'affaire va être tranchée en faveur des plaignants. La pâtisserie va recevoir l'ordre non seulement de fournir les gâteaux au mariage homosexuel, mais elle devra faire quoi? Elle devra modifier sa politique de son entreprise, de fournir une formation complète du personnel concernant la discrimination dans les logements publics, et fournir des rapports trimestriels dans les 2 prochaines années concernant les mesures qu'elle a prises pour cette mise en conformité et s'il a refusé des clients potentiels. Donc non seulement elle va donner raison aux plaignants, mais en plus elle va demander à Masterpiece Cake Shop de mettre en place des mesures en faveur de l'égalité. D'accord? Qu'est-ce que va faire Masterpiece d'après vous? Il va riposter. Ils vont riposter, c'est exactement ça. Ils vont faire appel de la décision devant la cour d'appel et ils vont utiliser pour ça, ils vont demander de l'aide à l'Alliance Defending Freedom. Alors, attendez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe aux États-Unis. Le système judiciaire, je vais vous le mettre sous les yeux, j'essaie juste de le retrouver ici. Est-ce que vous l'avez sous les yeux? Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, vous voyez, il faut prendre la page, le côté droit
d'accord? C'est un système étatique. Ils vont faire donc appel aux tribunaux locaux. Donc ça, c'est l'affaire Craig versus Masterpiece. Et le tribunal local va donner donc son accord en faveur des plaignants, va trancher du moins en faveur des plaignants. Qu'est-ce qui se passe? Masterpiece va dire « nous ne sommes pas d'accord ». Donc, ils vont monter au niveau qui est plus haut, qui est le tribunal d'appel. Donc, ils vont faire appel du résultat. OK? Donc, rappelez-vous, quand ça commence, on est en 2012, une affaire ne se traite pas en un an, ça prend du temps. Et pour cela, ils vont faire appel, comme je vous ai dit, à Alliance Defending Freedom. Déjà le nom, je vais vous mettre la diapo pour qu'on sache qui est Alliance Defending Freedom ou bien l'Alliance défendant quoi? Défendant quoi? Le terme est important. La liberté. La liberté. D'accord? Donc, cette alliance s'appelle Alliance Defending Freedom. Pourquoi ils vont faire appel à Alliance Defending Freedom? Parce que faut savoir que Masterpiece Cake Shop va se baser sur quoi pour pouvoir utiliser sa liberté d'expression? C'est quoi la défense de Masterpiece? La liberté. Oui, la liberté, mais sur quoi il s'appuie? Que les entreprises ont d'entreprendre. Oui, ils vont se baser sur cette loi qui est donnée par la loi du logement, mais il va... ça, c'est les défendants qui vont se baser sur la loi du logement, ceux qui vont vouloir défendre leur position, mais lui, Masterpiece Cake Shop, sur quoi il va s'appuyer? Est-ce que vous avez une idée? Masterpiece? J'ai pas compris. Sur la Constitution, Oui, sur la Constitution et sur quoi réellement au niveau de la Constitution? le premier amendement. La liberté. Le premier amendement. On va le lire, d'accord? Parce que ce qui est important, ce que l'ancienne thèse essaye de nous faire comprendre, et ce que dans tous les messages, et notamment quand on revient, j'ai voulu revenir vraiment dans l'historique de cette vêpre numéro 4, parce qu'elle aborde cette façon des deux sources d'information. Mais nous aussi, on dit deux sources d'information. L'ancien Parminder nous a dit aussi les deux lectures. Comment lis-tu? Comment nous sommes amenés à lire un texte? Et la façon dont nous lisons va être impactée par quoi? Tout l'exercice qu'on a fait en amont, ça va être impacté par quoi? C'est juste derrière moi. Par notre ethos. Par notre Le biais. OK? Par nos biais, mais qui sont impactés par notre ethos. C'est-à-dire notre conception de notre moralité, de ce que nous pensons être bien ou pas. D'accord? C'est ça qui nous fait agir. C'est en fait Masterpiece Cake Shop, son comportement, la façon dont il va s'exprimer, son identité, son essence, son idée de la moralité, parce que lui, il refuse de faire les gâteaux. C'est basé sur quoi? Sur sa conception de la moralité, De ses valeurs. de ses valeurs. Donc lui, son ethos, ça reprend tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Son comportement, son refus, c'est la manifestation de son ethos qui s'exprime dans son identité, qui s'exprime dans sa conception de sa moralité. Mais tout ça, c'est basé sur la façon dont il va comprendre le premier amendement. Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice. Stop, on s'arrête là. Dites-moi comment vous lisez cette phrase. Comment vous la comprenez? Le libre exercice, ça peut avoir plusieurs interprétations. D'accord, mais soyons plus précis. Pour Masterpiece, lui, il comprend qu'il est libre d'exprimer son appartenance religieuse. D'accord. Et on ne peut pas lui en interdire selon le premier amendement. Selon le premier amendement. Vous comprenez qu'il comprend ça? D'accord? Ou bien pour limiter sa liberté d'expression. On va revenir sur l'image. Peut-être qu'elle paraît anodine comme ça, mais regardez le gâteau qui est fait par Masterpiece Cake Shop, qui est en fait contre son logo. Qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça représente? De l'art. De l'art.
c'est la façon dont il va s'exprimer. D'accord? C'est la façon dont son art s'exprime. OK? Et donc lui, au travers de ses gâteaux, il va exprimer, et on va reprendre le premier amendement, il va exprimer son expression. Il se sent libre d'exprimer son expression. Qu'est-ce que tu veux dire par son expression? Ses valeurs? Ses valeurs, voilà. Son ethos, ouais. Son ethos. Son individualité, quelque part. Oui, tout à fait. Mais l'art d'exprimer son expression, enfin, je vais peut-être faire, ça va être un peu redondant ce que je vais dire, mais sa créativité, il se considère comme un artiste et pour lui, il se révèle au travers de ses gâteaux. C'est lui, ses gâteaux, c'est de l'art en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc lui, quand il lit le premier amendement, il se dit, moi, on me fait quoi, moi? On me prive de cela. On me prive de ma liberté. Vous le voyez ou pas? Oui. Ok. Oui. D'ailleurs, dans le texte, excuse-moi, Natacha, tu peux revenir. Je vais le remettre. D'ailleurs, le texte dit que le Congrès n'interviendra pas à ce niveau-là. La personne est libre d'exprimer la liberté de son exercice ou de son expression, et le Congrès n'interviendra pas à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est important ce que tu dis parce que il faut qu'on va voir. J'espère y arriver. J'espère. On va voir que il y a donc le Congrès qui dit comme quoi aucune loi n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion. Donc déjà, lui, il fait quoi? Il exprime sa religion. Donc déjà, il est quand même en contradiction avec la première partie. Parce qu'il fait exprimer sa religion pour refuser les gâteaux. Et en même temps, à l'interdiction de son libre exercice. Donc il ne va pas jouer. Non, mais Natacha, c'est l'individu, il ne doit pas être brimé par le Congrès pour s'exprimer. Donc lui, il est tout à fait dans la légalité. Tout à fait. Selon lui, quand il exprime son ethos ou sa valeur morale par le refus de créer, de fabriquer ce gâteau. Parce que justement, la loi américaine lui donne ce libre exercice, lui donne cette liberté. Et pour rebondir, on voit dans cette phrase, en arrière-plan, cette séparation Église-État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention au niveau de l'État, de l'expression libre de cette personne en tant que religieux, d'exprimer son idéologie, en fait. De le vivre. Oui, puisque l'État n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion. Donc, c'est l'État qui ne le met pas en place. Tout à l'heure, j'ai mal exprimé la façon dont je devais dire les choses. Ou l'interdiction de son libre exercice. D'accord? Pour limiter la liberté d'expression. Donc, il va se baser sur le premier amendement et il va faire appel, on a dit, à l'Alliance défendant la liberté. Et cette alliance, je veux prendre juste qu'on prenne 5 minutes pour qu'on puisse lire qui c'est. C'est un groupe de défense juridique chrétien, conservateur américain, qui s'efforce de restreindre les droits des personnes LGBTQ. D'accord? Étendre les pratiques chrétiennes dans les écoles publiques et au gouvernement, et empêcher l'accès à l'avortement et aux contraceptifs. ADF a son siège social, etc. Pas de souci. L'ADF est l'un des groupes juridiques et l'un des groupes d'intérêt juridique chrétien les plus organisés et les plus influents aux États-Unis en raison de son budget, de sa charge de travail, de son réseau d'avocats liés à des relations à des membres importants de la droite politique. Ceci inclut la juge de la Cour suprême, Amy Coney Barrett. Bon, elle n'y était pas dans le temps. Elle n'était pas juge de la Cour suprême dans le temps. Et des républicains de haut rang tels que l'ancien président Mike Pence, les anciens procureurs généraux William Barr, Jeff Sessions, le sénateur américain, etc. Les avocats de l'ADF ont plaidé un certain nombre d'affaires devant la Cour suprême, y compris des affaires concernant la religion dans les écoles publiques, la loi sur les soins abordables, la légalisation du mariage homosexuel, le droit des propriétaires d'entreprises de ne pas fournir de services aux mêmes personnes
mariage sexuel et prière dans les réunions municipales. Donc, il va faire appel à l'AFD. Tu sais quand est-ce qu'ils ont été créés? Tu sais quand est-ce qu'ils ont... Alors, l'AFD... alors, attends. Non, c'était pas dans ton texte. C'était pas dans mon texte? Non. Pas grave, je chercherai. Ouais. Donc, lui, il va faire appel à l'AFD pour pouvoir défendre son positionnement. Quand il va faire appel à l'AFD, d'accord, il va refuser de se conformer aux ordres de l'État. Il va il va se décider de se retirer du secteur des gâteaux de mariage. Ça va lui coûter 40%, il va dire que ça va lui coûter 40% de ses affaires. Et aux côtés de la Commission des droits civils du Colorado, l'Union américaine des libertés civiles va représenter Craig Mullen. Donc on va avoir d'un côté l'Union des commissions des droits civils du Colorado, qui va représenter Craig et Mullen lors des appels. Et la décision de l'État a été confirmée au motif que, malgré la nature de la création d'un gâteau personnalisé, l'acte de fabrication du gâteau faisait partie de la conduite attendue des affaires de Phillips. C'est-à-dire que lui, il va faire jouer le premier amendement sur l'aspect de liberté d'expression et on ne va pas lui donner raison. Donc, je reprends les raisons. L'acte de fabrication du gâteau faisait partie de la conduite attendue des affaires de Phillips et non d'une expression de la liberté d'expression ni du libre exercice de la religion. Ok? Le tribunal a distingué sa décision dans Craig et il va le distinguer d'une autre affaire qui avait été portée par la commission William Jack, où il y a donc ce fameux William Jack va demander à 3 pâtisseries de faire des gâteaux sur lesquels il y aura marqué « L'homosexualité est un péché détestable », Lévitique 18, le verset 22. Ils vont faire une distinction de ces deux cas. Ils vont dire dans ce dernier cas, les boulangeries avaient fait d'autres gâteaux pour les clients chrétiens. Ils avaient décliné cette commande en se basant sur le message offensant plutôt que sur la croyance des clients. Et le refus de Masterpiece, qui est donné, c'est que Masterpiece refuse de donner à Craig un gâteau de mariage à cause de son opposition au mariage homosexuel, ce qui équivaut à une discrimination qui est fondée sur l'orientation sexuelle. Donc, 2 fois, on va lui donner, donc je reprends, tribunal local, il a un refus. Le tribunal d'appel, il a un refus. Et il ne va pas lâcher l'affaire. Il va aller à la Cour suprême du Colorado et la Cour suprême du Colorado refuse d'entendre son appel. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Natacha, en complément, tu le ramènes on peut le retracer jusqu'à la majorité morale. Oui, d'accord, merci. Donc, c'est intéressant, quoi. Alors, c'est vrai que quand j'ai pas tout pris, j'ai pris juste uniquement l'aspect que je voulais remonter. Mais ce que j'ai trouvé intéressant quand on regarde l'association qui l'a sollicité, c'était la façon dont ils allaient, déjà la façon dont ils étaient influents, et puis les points qu'ils défendaient. Et je trouvais ça très ressemblant avec la majorité morale et que ça allait vraiment en contradiction avec la Constitution. Donc, il va utiliser l'alliance défendant la liberté. Donc, on reprend ici la Cour suprême d'État. Donc, la Cour suprême d'État du Colorado va faire quoi? Va refuser même de traiter son cas. D'accord? Vous savez que la Cour suprême a la possibilité d'analyser certains cas. Et ils vont rejeter d'analyser le cas de Masterpiece Cake Shop. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va décider d'aller devant la Cour suprême des États-Unis. Et là, il va demander donc bien sûr, c'est derrière lui, vous avez
tout, vous avez toute cette association qui est derrière, qui le porte, hein, qui lui permet d'aller au devant. Ça a pris, l'ancienne thèse nous dit que ça a pris une ampleur, cette histoire de gâteau a déchaîné vraiment les médias et les, comment dirais-je, les opinions aux États-Unis. Il y a eu vraiment un intérêt pour ce cas judiciaire. Et donc, quand ils vont aller au devant de la Cour suprême, ils vont demander ce qu'on appelle un certiorari. Un certiorari, c'est quoi? Eh bien, je vais vous le mettre. Eh bien, c'est une procédure judiciaire qui va viser à demander le contrôle judiciaire d'une décision d'un tribunal inférieur ou d'un organisme gouvernemental. C'est-à-dire qu'ils vont demander d'analyser le contrôle de la Cour suprême de l'État du Colorado. Par rapport, c'est beaucoup plus puissant que le fait de demander à ce que leur cas soit porté devant la Cour suprême. Ils vont remettre en question l'intégrité, en fait, de l'État du Colorado dans leur cas. Ils vont demander à ce qu'il puisse avoir une procédure judiciaire qui va demander un contrôle judiciaire sur la décision du tribunal inférieur. Et quand ils vont le faire et qu'ils vont demander à la Cour suprême d'analyser leur cas, ça va vraiment créer un gros problème parce que, en fait, si la Cour suprême accepte à ce moment-là d'analyser cette situation, eh bien, il y a des associations comme l'ACLU, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais notez le nom ACLU, qui est l'Union américaine des libertés civiles, ainsi que la Commission des droits civils du Colorado, qui vont exhorter la Cour suprême de rejeter l'appel. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que cette décision de justice ne fasse un trou béant dans les lois des droits civils sur la base de la religion. Et qu'est-ce que va faire la Cour suprême? On est en 2017 lorsque ça arrive. Il faut comprendre que le schéma politique a complètement changé. 2012, on était sous la présidence d'Obama. 2017, on est sous quelle présidence? Trump. On est sous Trump. Et donc Trump, les premières choses qu'il a voulu faire, c'est mettre des juges à la Cour suprême. Il l'a fait pendant tout son mandat pour permettre à la majorité, aux républicains, d'apporter ce côté moral à la Cour suprême et aux décisions qui seraient prises. Et la Cour suprême va accepter d'entendre l'affaire lors d'un mandat de 2017 et les plaidoiries vont être entendues le 5 décembre 2017. Et c'est là où on n'est plus sur Craig, mais on va passer sur Masterpiece Cake Shop versus Colorado et c'est le cas dont l'ancienne thèse nous parle dans les vêpres. Donc là, c'est vraiment le Masterpiece Cake Shop, la fameuse boulangerie, qui va se retourner contre l'État du Colorado pour cette décision qui a été prise en leur défaveur. Je vais vous faire juste, par rapport au temps qui me reste, je vais vous donner juste les réponses qui vont être données par la Cour suprême des États-Unis. Et d'après vous, quelle a été la réponse donnée pour Masterpiece Cake Shop? Est-ce que la Cour suprême a été en faveur de Masterpiece Cake Shop ou en faveur de Charlie Craig et David Mullins? Quel est l'état? Essayons de comprendre l'état d'esprit qui anime les gens, les personnes, les juges de la Cour suprême à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont? Dites-moi tout ce que vous en pensez par rapport à cela, avant de me donner la réponse. Quel est leur ethos? Par rapport à ce que tu as établi comme contexte avec l'arrivée de Trump et le nombre de juges à la Cour suprême qui penchent plutôt du côté républicain, on peut penser qu'eux aussi s'appuient sur le premier amendement pour pouvoir prendre leur décision. Parce qu'ils ont un ethos qui correspond plutôt à l'ethos de Masterpiece Cake Shop. Ok, c'est tout à fait ça. Est-ce que quelqu'un veut apporter un autre point?
Natacha, il te reste 20 minutes. D'accord, je te remercie. Je souhaiterais dire qu'en complément de ce que Marilène dit, on peut penser qu'ils sont conservateurs homophobes. Ok. Bon, ils ont 2015, ils n'ont pas accepté toutes les études. Mettez comment dirais-je, en pièces, comme un puzzle, toutes les études qu'on a faites et qui étaient vraiment intéressantes lorsqu'on a fait tout le trimestre dernier, quand on est revenu sur ces 3 cas, échec, échec, succès, quand on est revenu sur les protestants, qu'on a vu c'était quoi leurs menaces, quand on a vu qu'est-ce qu'était, on n'a pas parlé du terme ethos, mais on a parlé de leurs valeurs morales. On a vu ce qu'ils considéraient comme ethos, on a vu ce qu'ils ont mis en place. Rappelez-vous de la majorité morale, rappelez-vous de tous ces éléments pour qu'on comprenne l'état d'esprit qui anime les États-Unis, et notamment la droite, les États-Unis non, mais la droite religieuse chrétienne à ce moment-là. Parce que derrière Masterpiece Ketchup, il y a la droite religieuse chrétienne qui les porte et qui va faire en sorte, parce qu'ils sont aussi derrière Donald Trump, qui va faire en sorte que ce cas juridique, derrière c'est ma façon de comprendre la Bible, ma moralité, versus ce que je considère comme une abomination. La façon dont je considère la moralité va être mise en place. Ils sont homophobes, ils sont sexistes, ils ont leur façon ils ont leurs valeurs au niveau de la droite religieuse chrétienne. Et donc, s'ils ont décidé d'amener cela au niveau de la Cour suprême, c'est parce qu'ils veulent, et la Cour suprême n'était pas du tout obligée d'accepter ce cas. Sur des milliers de cas, elle en a 100 maximum à accepter. Elle va accepter de prendre ce cas. Donc, on est vraiment dans la dualité, comment on lit, quoi, le thème du crime. Exactement. On est vraiment dans Donc, la dualité. comment une partie va lire et interpréter la Constitution, le premier amendement, et comment une autre partie va, et en fonction de leur ethos, et ben ça, la compréhension et l'interprétation sera différente. Exactement. Et c'est important que nous puissions comprendre, en fait, peut-être que pour nous, en France, on ne comprend pas à quel point la liberté est importante aux États-Unis. La liberté et l'égalité ne sont pas en opposition. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Mais aux États-Unis, un parti et beaucoup de personnes vont avoir, c'est le pays de la liberté, vont avoir vraiment à cœur de chérir la liberté plus que tout. Leur liberté de pouvoir s'exprimer, la liberté de pouvoir, et ça va vraiment se jouer, et ça se joue de manière beaucoup plus importante dans le parti de droite. Et c'est pour ça qu'on met droite, liberté, gauche, égalité. Et on va le voir dans le compte-rendu. Alors, quel est le reproche qui va être fait à l'État du Colorado? Parce que je ne vous ai pas donné tous les détails. Je ne vous ai pas dit comment finalement l'État du Colorado a amené le sujet. Mais ce qu'on va leur reprocher en fait, parce que concrètement l'État du Colorado va venir comparer l'histoire de Masterpiece Ketchup à l'Holocauste ou bien à plusieurs cas d'esclavage. Ils vont faire vraiment une analogie, une comparaison pour montrer que la façon dont Masterpiece Ketchup refuse de donner ses services, ils vont le comparer à d'autres cas tels que l'esclavage et l'Holocauste. Et donc, le reproche qui va être fait, parce que donc, les juges vont rendre leur jugement, et je vais vraiment vous donner les réponses. Donc, ils vont dire que, en fait, l'État du Colorado va omettre d'agir d'une manière neutre vis-à-vis de la religion. La Commission des droits civils du Colorado a violé le premier amendement à la Constitution des États-Unis. Et voilà, ça va se retourner contre l'État du Colorado, qui va être maintenant accusé d'avoir violé le premier amendement. Et il est dit que ce soit en appliquant la loi sur les accommodements publics du Colorado pour obliger Phillips à créer une expression qui viole ses convictions religieuses sincères sur le mariage, viole les clauses de la liberté d'expression ou du libre exercice du premier amendement. D'accord? La Cour suprême, elle est composée de 9 juges.
en 2018, on a 4 juges démocrates et on a 5 juges. Ah mince, j'ai marqué deux fois le même nom sur un. Alors, il y en a un, je ne me rappelle plus, j'ai marqué Roberts, mais ce n'est pas Roberts. 5 juges, on a 5 juges qui sont républicains. Et il y en a un qui est justement, je crois, le juge Roberts, qui avait, je ne veux pas me tromper, soit le juge Roberts ou le juge Kennedy. Roberts, il est parti à la retraite. Non, Kennedy est parti à la retraite, Roberts est toujours présent. Et il avait tendance à être, on va dire, même s'il était républicain, à être plutôt modéré. Il a d'ailleurs voté en faveur de plusieurs lois acceptant les homosexuels, etc. Et il va s'avérer que dans ce jugement, majoritairement, donc il y a certains juges, je vous les ai montrés pour que vous puissiez voir que le résultat va être 7 contre 2. Pas Sam Alito dedans? Il y a Samuel Alito. Ouais, c'est lui que j'ai oublié. Alors, du coup, regardez, vous avez Kagan, elle est démocrate, RBG, démocrate, Sotomayor et Breyer. Si vous avez 7 contre 2, ça veut dire que vous avez des démocrates qui ont voté contre le couple homosexuel. Pourtant, ils défendent les valeurs des homosexuels. Mais pourquoi ils vont voter contre? En fait, dans cette histoire, ça va prendre une ampleur tellement politique que il y a certains juges qui ne vont pas qui vont pas aller au fond de l'histoire parce que eux-mêmes avaient pris des décisions sur lesquelles ils auraient été en contradiction. Et certains juges vont rester sur la forme plutôt que sur le fond. Ils vont dire, en gros, que si l'État du Colorado n'avait pas été aussi loin dans sa façon d'interpréter les choses sur l'aspect religieux, eh bien, ils auraient été en faveur de l'État du Colorado. Je vais essayer de vous lire la phrase. Voilà, l'opinion de Kennedy, donc Kennedy que vous voyez ici, là, qui est parti depuis à la retraite, va déclarer que l'examen par la commission du cas Phillips montrait de l'hostilité envers ses opinions religieuses. La commission a comparé les croyances religieuses de Phillips à la défense de l'esclavage et de l'Holocauste, et Kennedy a trouvé de telles comparaisons inappropriées pour une commission chargée de la responsabilité solennelle de l'application juste et neutre de la loi anti-discrimination du Colorado. Donc, en gros, il reproche au Colorado d'avoir manqué de neutralité dans leur jugement. L'opinion de Kennedy a également cité les 3 exemptions de la commission, etc. Donc, en gros, opinion majoritaire, ils vont dire en gros que concrètement, si l'État du Colorado était resté neutre sur cet aspect religieux, s'ils n'avaient pas fait ce comparatif, ils auraient été en faveur de l'État du Colorado, mais s'ils étaient restés religieusement neutres, mais ils ne le font pas. Donc, on va avoir le juge Kagan, le juge Breyer, le juge Gorsuch. Gorsuch et Kagan, Gorsuch, il est ici en haut à droite, il est donc républicain. Kagan et Breyer vont rejoindre cette idée, ils ne vont pas aller en faveur, vont rejoindre donc les républicains. Il va y avoir un autre aspect qui va être amené par un des juges dont on a énormément entendu parler, c'est Clarence Thomas. Et lui, Clarence Thomas va apporter un aspect qui va être un peu différent. Il va aller dans cet ordre-là, mais Clarence Thomas va donner un aspect qui va être un peu différent. Il va rédiger une opinion concordante, donc en partie avec les autres juges, mais il va être rejoint par Gorsuch sur le fait que l'opinion majoritaire ne tient pas compte de la liberté d'expression, du libre exercice et des implications antidiscriminatoires de l'affaire, malgré une attention particulière lors des plaidoiries. Thomas a donné son avis sur le soutien de Masterpiece, à la fois basé sur la liberté d'expression et d'exercice libre. Donc lui, il va vraiment se servir sur la liberté d'expression, il va se servir sur le premier amendement, d'accord? Et de l'exercice libre. Mais on voit cette notion qui est vraiment apportée par rapport à Thomas, ce point qui lui tient à cœur, en plus du non-respect, on va dire, de la conformité de ce que
l'État du Colorado n'a pas apporté sa neutralité par rapport à l'affaire, lui, il va dire, mais en plus de tout ça, ce que l'État du Colorado a fait, c'est qu'il n'a pas donné à Masterpiece sa liberté d'expression, son libre exercice. Et il va y avoir juste deux avis divergents, deux opinions divergentes, qui vont être la juge Ruth Bader Ginsburg, qui va être rejointe par Sotomayor. D'accord? Et elles vont dire qu'elles vont s'opposer donc à cette décision d'aller en faveur de Masterpiece, parce qu'elles vont dire que la commission avait agi équitablement dans l'évaluation de l'affaire, affirmant que ce qui les différencie de la manière critique, c'est le rôle que le trait protégé par la loi du client a joué dans le fait qu'il n'a pas donné, qu'il a dénié son service en fait. Il devait donner un service, et vous vous rappelez dans les vêpres, l'ancienne thèse, elle en parle beaucoup de ça. Est-ce que parce que je suis propriétaire de ma boutique, est-ce que je vais agir avec égalité et donc je vais donner à tout le monde le même service sans tenir compte de mes opinions religieuses? Ou est-ce que je vais mettre en avant ma liberté avant tout, ma liberté de devoir m'exprimer, ma liberté de devoir exprimer ma religion, de ce que ça m'appartient, ou est-ce que je vais faire jouer l'égalité d'en donner un service égal à quelle que soit la personne qui va se présenter à moi? Et c'est vraiment important que l'on comprenne, peut-être c'est un peu complexe à comprendre, mais du coup, si on étudie cette notion de liberté versus égalité, si on va aussi loin dans les détails pour nous permettre de comprendre qu'au début, les affaires, elles paraissent simples, mais qu'en vérité, elles sont complexes, et que nous devons, c'est notre devoir en fait, de comprendre quel comportement en fait nous devrions avoir. Parce que peut-être que là, cette situation, elle paraît un peu complexe. Mais ce matin, quand on est revenu dans la leçon de l'école du sabbat et qu'on est revenu sur le péché de Babylone, 1850, et qu'on revient dans cette histoire par rapport à l'esclavage, Ellen White nous met bien l'aspect sur le fait que des personnes donc, faisant partie des chrétiens, faisant partie de l'Église, continuaient à pratiquer l'esclavage. Basé sur quoi ils comprenaient qu'ils devaient continuer à pratiquer l'esclavage? Sur leur lecture. Et la façon dont nous lisons, l'interprétation de notre ethos va impacter notre comportement, la façon dont nous allons nous exprimer. Est-ce que notre ethos, c'est-à-dire notre fondement de base, le plus profond, va mettre en place l'égalité ou va mettre en place notre liberté? C'est ça que nous devons comprendre lorsque nous étudions des cas comme ça et que de toute façon, face à la loi du dimanche, nous serons confrontés à cette situation. Qu'est-ce que nous allons mettre en place? Qu'est-ce qui va dominer? Ça ne veut pas dire que nous devons nous dire je mets de côté la liberté. Non, la liberté, elle est importante. C'est une valeur fondamentale. Mais qu'est-ce que nous devons mettre en priorité? L'ancienne thèse nous dit, elle ne va pas apporter la réponse dans cette vêpre. Mais je vais vous dire, en gros, je vais relire ce qu'elle va nous dire et elle va l'apporter, elle ne va pas dire, comment dirais-je, je ne crois pas que ça soit dans cette vêpre où elle nous dit c'est vraiment la liberté, l'égalité qui doit primer. Mais regardez ce qu'elle dit. Ce que l'association du barreau américain est en train de dire dans le contexte du cas présenté à la Cour suprême, toutes les fois où vous avez ce genre d'affaires, pourquoi est-ce un problème qui divise? La division ne porte pas sur le fait qu'un côté pense que les homosexuels doivent avoir un gâteau de mariage ou que l'autre pense le contraire. La division, elle touche à l'éthos. Soit vous croyez que la liberté gouverne, soit vous croyez que l'égalité gouverne. Les deux peuvent coexister, car des personnes de la gauche croient en la liberté et d'autres à la droite croient en l'égalité. Mais que faites-vous quand les deux s'affrontent?
Et ça, c'est le cas que nous voyons avec Masterpiece Cake Shop. On a l'éthos de la droite qui est vraiment en dualité avec l'éthos de la gauche. La liberté de s'exprimer en dualité avec l'égalité de rendre un service pour tous. Car les deux éthos se heurtent constamment l'un et l'autre, et quand ils se confrontent, alors la question est, lequel qui se soumet? L'égalité se soumet-elle à la liberté ou la liberté se soumet-elle à l'égalité? Et en fait, c'est la question que nous devons tous nous poser. Et nous avons la réponse, puisque notre message est basé, depuis 2018, nous avons ce message qui est basé sur l'égalité. Nous savons que nous sommes passés de la droite à la gauche et nous avons cette réponse. Nous savons que ce qui doit primer au-dessus de la liberté, c'est l'égalité. Donc notre façon dont nous devons lire, nous devons apprendre à lire, nous devons lire, que ce soit le premier amendement, que ce soit la Bible ou que ce soit un article, c'est nous devons mettre en priorité l'égalité au-dessus de la liberté. Alors, est-ce que vous avez des questions? Maurice va revenir sur cet aspect. Chimène va revenir aussi sur cet aspect. Sophie aussi, puisqu'elle va voir avec Maurice, ils vont revenir sur ces points. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous pouvez aussi apporter comme autre commentaire pour qu'on puisse donner un petit peu la conclusion à ce sujet? Donc rien du tout? France-Lise? Moi, ma question serait, j'ai écouté attentivement, bon, j'ai pas tout saisi parce que c'est très complexe. Ma question serait, en quoi cette étude vient nous comment dire, j'emploierais le mot challenger, mais j'aurais pas aimé utiliser ce mot-là. En quoi il vient questionner notre positionnement, voilà. En quoi cette étude vient questionner notre positionnement, vient nous questionner, quoi. Je sais pas comment dire. Est-ce que tu vois un peu où je veux en venir? Je pense avoir très bien compris ta question. Qu'est-ce que ça nous apporte de parler du cas Masterpiece Cake Shop? Et en quoi est-ce que ça nous apporte par rapport à notre positionnement aujourd'hui? C'est ça? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Ben moi, c'est pas une question. C'est un petit peu pour essayer de faire un résumé bref de ce que je comprends, enfin de ce que j'ai compris, de ce que tu as voulu emmener au travers de ce cas-là. En fait, du côté de Masterpiece Cake Shop, effectivement, tu l'as montré, il se base sur la question de la liberté en se plaçant du côté du premier amendement, et ça leur donnerait raison. Et donc, la liberté en soi n'est pas une mauvaise chose, mais lorsqu'elle va entrer, et l'ancienne thèse le dit souvent, lorsqu'elle va entrer en tension avec ce que tu as emmené vers la tension de l'égalité, le service, parce que c'est ce que Ruth enfin, à chaque fois, j'arrive pas à prononcer son nom, mais les deux autres juges vont emmener comme réflexion, c'est que il y a eu un déni dans le service que Masterpiece devait rendre à ce couple homosexuel, et donc ils n'ont pas été dans le principe d'égalité. Ils ont préféré mettre en avant le fait qu'ils étaient libres en se basant sur le premier amendement pour ne pas rendre ce service, au lieu de se dire, eh ben, on doit être dans la notion de service, c'est-à-dire considérer que l'autre a droit à ce service-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, la liberté est une bonne chose. On a droit à sa liberté, mais quand elle rentre en tension avec l'égalité, eh ben, on doit pouvoir mettre sa liberté de côté, dire, OK, j'ai ma liberté, mais l'autre
il a le droit d'avoir un service et donc je mets de côté ma liberté pour rendre ce service à l'autre et donc le traiter avec égalité. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce que je vais vous dire. Si, tu as été clair. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter d'autres choses? D'après ce que j'ai compris, notre ethos joue sur les décisions qu'on va prendre, en fait. Complètement. Soit la décision pour l'égalité, soit une décision pour la liberté. C'est notre ethos qui joue là, en fait. D'où la nécessité de travailler son ethos. Exactement. Et de vraiment, je dirais, travailler cela pour être précis dans le choix, au fait. Parce que ce choix-là, ça peut être, je dirais, déterminé bien sûr par l'ethos, mais ça peut être aussi un choix involontaire, si je peux dire. C'est un choix subi. Parce que de manière innocente, on peut nourrir plus ou moins son ethos, ça nous oriente dans un sens, et on fait un choix en fonction de cela. Donc, bon, on n'est pas très conscient de la réalité des choses. Par contre, là, ça nous permet de regarder avec minutie les subtilités, au fait, et de pouvoir se positionner comme il faut. Parce que en regardant ces histoires, on peut très bien se dire, celui qui possède sa boulangerie, effectivement, est libre. Ça lui appartient. C'est lui qui a monté son affaire. Déjà d'emblée, il est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il a cette liberté-là. Aux États-Unis, on prône justement cette liberté. Donc, il peut effectivement voir quelqu'un, que ce soit un homosexuel ou autre, et lui refuser sa pâtisserie, au fait, parce que c'est une liberté. Mais nous, on va au-delà de ça pour bien remarquer que chaque personne a droit, parce qu'en fait, notre rôle, c'est par rapport au prochain, à celui qui est en face. Et c'est ce que Dieu cherche à travailler en nous. Parce qu'on ne va pas rentrer au ciel en groupe de personnes et puis catégorie de personnes. Donc, il travaille ça en nous pour qu'on puisse donner justement ce service-là dont parlait Marilyn. Ce service-là doit être accordé à tout le monde. On a des exemples par rapport à l'esclavage. On a bien vu ce que ça a donné, où il y avait un service qui était refusé aux Noirs. Exactement. Et avec toute la dimension que ça a pu avoir et l'impact que ça a pu avoir jusqu'à aujourd'hui sur cette minorité, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, c'est très important de revenir sur l'éthos et de travailler l'éthos. L'éthos fait appel aussi à la culture. Et je crois que dans les autres vêpres, Tess en parle. La culture également rentre en jeu dans nos choix et nos décisions. Donc, l'idée, c'est de travailler tout ça pour trouver la subtilité et se dire que on aura encore des choix à faire et qui vont être déterminés par notre manière de lire et notre culture, etc. Et on a bien vu ce qui s'est passé pendant la période du Covid, où là, en fonction de notre croyance, en fonction de notre liberté, d'ailleurs, il y a beaucoup qui ont prôné leur liberté. Le choix de prendre le vaccin ou pas était déterminé par rapport à la liberté. Et donc, ça a fait en quelque sorte une cassure et créé des groupes de personnes. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire effectivement de voir, je dirais, l'ampleur de la moralité. Okay. Natacha, je suis désolée, le temps est arrivé. Oui, merci Patrice. Ok, merci tous pour vos retours. Dina, est-ce que les réponses des uns et des autres t'ont permis de mieux appréhender la raison pour laquelle l'ancienne Tess, elle aborde cet aspect, ce cas dans les vêpres, et la raison pour laquelle nous devons comprendre la subtilité déjà de la réponse des juges, mais aussi notre comportement, notre réaction, comprendre l'éthos, qu'est-ce que c'est, comprendre comment nous fonctionnons, et puis aussi la façon dont nous devons désapprendre pour pouvoir apprendre, nous préparer à comprendre correctement le comportement à avoir. J'avais la compréhension, mais je voulais un élargissement. Et ça me conforte, ça me confirme. Et donc, quelque part, je me dis, c'est aussi un autre exemple par rapport à
à notre déplacement de la droite à la gauche. C'est aussi un autre exemple qui vient nous dire que selon notre ethos, voilà l'endroit où nous devons nous tenir. Complètement. Merci. Bien, merci à vous tous. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de comprendre ce qu'a Masterpiece Cake Shop, parce que voilà, on étudie sur les vêpres, l'ancienne Tess, elle en parle, que l'on comprenne le déroulement des événements, comment comprendre, je vais dire, l'arrière-plan derrière une décision de la Cour suprême, et de comprendre que la décision de la Cour suprême n'est pas neutre, en fait, d'avoir accepté. C'est pas une décision, quoi qu'il en soit, même s'ils sont censés agir sur la neutralité, ce n'est pas sur la neutralité qu'ils ont pris leur décision. Et donc, ils ont mis en avant la liberté plutôt que l'égalité. Ce qu'ils ont reproché à la Cour du Colorado d'avoir manqué de neutralité, en utilisant d'autres arguments, ils ont mis en avant en fait la lecture de la liberté du premier amendement au-dessus du service qui devait être rendu. Donc même dans dans les décisions qui sont prises, bien sûr, l'ethos est mis en avant. Et c'était vraiment qu'on comprenne que en fait, la loi du dimanche qui se dresse devant nous, eh bien, c'est une préparation. Tous les vêpres sont vraiment des préparations. On a énormément appris avec les vêpres. On apprend, on continue à apprendre. On avait une mauvaise compréhension. Depuis 2018, on ne cesse de détricoter notre caractère, nous rapprocher du caractère de Dieu, apprendre à penser différemment. Et les vêpres sont vraiment puissantes dans ce sens où ils nous amènent au fur et à mesure à aller vers ce message de l'égalité. Mais Dieu l'a fait pas à pas, en nous amenant sur égalité homme-femme, pour nous amener à des sujets beaucoup plus complexes. Et on arrive aujourd'hui avec l'éthos, où on voit une autre forme de l'égalité, mais basée sous un autre aspect qui est beaucoup plus profond, qui est l'éthos. Donc, c'était l'objectif aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, Sophie, Chimène et Maurice reviendront et développeront d'autres aspects de la liberté et de l'égalité. Et voilà, je vous remercie donc pour votre participation, pour votre attention. Et je vous propose donc de terminer ce moment par la prière. Éternel notre Dieu, nous ne pouvons que te remercier de l'œuvre merveilleuse que tu fais en chacun de nous et au sein de ce mouvement. Nous ne pouvons que te remercier parce que tu nous as tellement ouvert les yeux sur le comportement à avoir. Tu nous as fait changer de position, de la droite à la gauche. Ça a eu tellement d'impact. David en parlait tout à l'heure, ne serait-ce qu'avec le vaccin, où nous avons pu voir un aspect de la liberté versus l'égalité. Et nous serons encore testés par rapport à cela. Et c'est la raison pour laquelle tu voudrais que ton peuple puisse comprendre ces sujets qui peuvent paraître complexes, mais qui sont justement détricotés par l'équipe d'Éden à Éden, qui permet d'approfondir tous ces sujets pour que nous puissions les comprendre et adopter le comportement qu'il faut. Que tu puisses bénir ton peuple et que tu puisses nous aider à manger ce message afin que nous puissions faire chair et que cela puisse se voir dans notre ethos et que nous puissions te ressembler au nom de Jésus. Amen.